le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Une mise en garde. Si vous recevez un SMS envoyé par Bipost, n'y répondez pas. L'entreprise est victime d'une arnaque. Retour à l'école à 100% pour les élèves du secondaire. Le respect de règles sanitaires strictes est toujours d'application. Nous en parlerons en direct avec Benjamin Carlier. L'Europe ne renouvelle pas sa commande auprès d'AstraZeneca. La Commission n'achètera plus de nouveaux vaccins. Explication des conséquences avec Rachel Crivellaro. Bonjour et bon début de semaine à vous. Je vous invite donc à la prudence pour commencer, car une arnaque circule. Un SMS vous invite à suivre un colis de la Poste. Alors surtout, ne cliquez pas sur le lien. Explications et conseils surtout avec Fabrice Gérard et Laurent Van de Berg. Votre colis est en route, suivez-le ici. C'est la vague d'arnaque qui a circulé largement tout ce week-end. José était l'un des destinataires. 4 fois j'ai reçu les messages de Bipost et aussi des amis à moi ont reçu aussi. On m'a dit qu'ils avaient reçu. Moi j'ai fait de suite bloquer, effacer. J'ai eu peur parce que moi dans ma connaissance il n'y avait pas de colis qui j'attendais, donc j'ai annulé. Derrière le lien frauduleux, un appel à communiquer des données personnelles ou à payer des suppléments postaux. Bipost met en garde et rappelle que ces canaux de communication sont 1. L'application, 2. Le service de suivi des colis Track and Trace. D'autres éléments doivent mettre la puce à l'oreille. Dans les deux cas, le numéro de colis, c'est à savoir le numéro de code barre, figure. Et donc, dans le SMS déjà, il n'y était pas. Et puis, il faut aussi voir l'URL qui est contenue dans ce SMS. Et l'URL ne comportait pas @bipost.be, qui est déjà une indication de fraude et d'usurpation. Ces arnaques connaissent une hausse significative et souvent liée à l'actualité. La recherche de masques buccaux, les primes Corona, les vaccins dernièrement. Au centre de cybersécurité, on a reçu 3 200 000 mails suspects l'an passé. On encourage le citoyen depuis quelques années à envoyer leur SMS et leur mail frauduleux vers une adresse spécifique qui est suspect@cfonweb.be et on traite automatiquement tous ces mails et tous ces SMS qui nous arrivent pour bloquer les sites internet qui sont à l'origine des campagnes de phishing ou de smishing. Des listes de numéros de téléphone circulent sur le Darknet. Elles ont parfois été volées aux réseaux sociaux, parfois aux entreprises. Du côté de la justice, les parquets confirment crouler sous les dossiers. Le phishing est un réel phénomène de mode. Ce lundi sonne un peu comme une rentrée des classes. Après des mois passés en partie à la maison, eh bien les élèves de la 3e secondaire à l'Areto peuvent retourner à l'école tous les jours. Pour certains, cette période particulière a d'ailleurs laissé des traces et il ne reste que 7 semaines seulement avant de boucler l'année. Charles Bruer, Louisa Gerdaoui et Jean-Christophe Willems se sont rendus dans un établissement bruxellois. Des cours sur écran, cela ne change pas tellement ses élèves. Sauf que cette fois, l'écran est géant et situé dans la classe. Fini le présentiel un jour sur 2 et retour à temps plein, ce qui n'est pas pour déplaire aux étudiants. À la maison, on a du mal à se concentrer. Il y avait les petits frères qui nous dérangeaient, donc on avait du mal à se concentrer. Mais les profs essayaient quand même de nous donner cours, mais c'était difficile. C'est donc mieux d'être revenu? Oui, c'est beaucoup mieux d'être en présentiel. Les cours en présentiel, c'est compliqué, c'est vrai. Enfin, ce serait compliqué de retour à 100% parce qu'on est habitué à un jour sur 2, mais c'est mieux pour se concentrer pour la fin de l'année. Je trouve que c'est mieux surtout pour les examens, les révisions et tout ça. Un retour qui ne s'improvise pas. Du côté de la direction, on n'a pas chômé ces derniers jours. On a dû évidemment refaire tous les locaux, bien vérifier que tout soit OK. Évidemment aussi bien refaire les horaires correctement pour bien remontrer que c'est bien à 100% présentiel. Limiter aussi les heures de fourche pour les élèves pour éviter qu'ils se retrouvent trop nombreux à la salle d'études et trouver des solutions par rapport à ça. Briefer les élèves et les éducateurs et les enseignants. Dans cette classe de 4e professionnelle, il n'y a que 5 élèves sur les 10 prévus. On est en première heure et il y a des retards, d'accord, mais cela n'explique pas tout. Nous avons évidemment perdu des élèves depuis la rentrée de septembre et donc on sent aussi qu'on va devoir récupérer sur plusieurs années cet impact du Covid au sein de notre établissement. Fenêtres ouvertes, on est donc parti pour les 7 dernières semaines de cours et d'examens. On ne va pas donner trop de nouvelles matières, mais plutôt se concentrer sur les essentiels. Est-ce que vous allez pouvoir rattraper la matière qui n'a pas pu être vue? J'ai droit à un joker? Non, évidemment. Non, mais ça n'a pas d'importance.
Franchement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de prendre contact avec eux. C'est qu'ils soient de nouveau avec nous, dans notre cadre, dans le milieu, qu'ils se sentent soutenus, qu'on les encadre. La matière, franchement... Élèves comme profs sont donc plutôt satisfaits d'enfin reprendre à temps plein, même pour si peu de temps. Ouais, mais par contre, dans une école d'Arlon, une directrice appelait ce matin certains élèves, en tout cas à ne pas venir, mais plutôt à aller se faire tester. Benjamin Carlier, vous êtes sur place. La responsable de l'établissement a peur finalement des conséquences de la réouverture des terrasses ce week-end. Oui, tout à fait, Ophélie, parce que la réouverture des terrasses ce week-end a attiré beaucoup de monde à Arlon. Certaines personnes nous ont même dit qu'il y avait dans les rues du centre-ville, samedi et dimanche, plus de monde que lors de la fête du Métranque, c'est pour vous dire. Il y avait beaucoup de jeunes en état d'ébriété, il y a eu quelques débordements. Tout cela a été filmé sur les réseaux sociaux et diffusé très largement. Du coup, la direction de cette école ici a eu vent de ce qui s'était passé. Elle a vu de nombreux de ses élèves qui participaient à ces événements, qui ne respectaient bien sûr pas les distances sociales, qui ne portaient pas de masque. Vous imaginez la suite. Du coup, elle a écrit un courrier à tous les parents de l'établissement scolaire qui compte plus de 1000 élèves ici pour leur demander si leurs enfants avaient participé à ces événements, qu'ils ne se présentent pas à l'école ici aujourd'hui, mais plutôt qu'ils se fassent tester et qu'ils restent en quarantaine, car il faut éviter de nouvelles contaminations, de nouveaux clusters, de nouvelles fermetures de classes. Alors même si la direction de l'école n'a pas la possibilité d'obliger les parents de le faire, elle espère qu'ils prendront leurs responsabilités. Je vous propose d'écouter la directrice. C'était un message véritablement de sensibilisation pour leur faire prendre connaissance de la situation et qu'ils prennent leurs responsabilités. Il n'y avait strictement aucune obligation puisque ça s'est fait évidemment dans un cadre privé, mais sur la place publique avec le tournage de vidéos et des prises de photos qui permettaient l'identification de certains élèves. Mais effectivement, de mon côté, je ne peux pas imposer les choses puisque les événements n'ont pas eu lieu au sein de mon établissement. Alors le message semble avoir bien fonctionné puisque certains parents n'ont pas mis leur élève à l'école aujourd'hui. Et puis pour éviter tout nouveau débordement, la ville d'Arlon a pris des mesures très strictes. Depuis hier, les terrasses des cafés et des restaurants sont fermées à partir de 18h. Merci Benjamin pour ces explications. En tout cas, quel que soit l'établissement, élèves et professeurs doivent bel et bien continuer à porter le masque. Et ce n'est pas sans conséquence sur la voix des enseignants. Ils parlent beaucoup plus fort et donc les muscles du visage sont plus tendus. Anne Claessens, Marc Pierrard et Mathieu Van Winkel. Et si c'est pas au pluriel, c'est où? Au singulier. Parfait. Est-ce que c'est bien écrit? Cours de français dans une ambiance plutôt calme, mais rien à faire avec le masque et le bruit des enfants. Pour être entendu, il faut donner de la voix. On utilise notre voix tout le temps. Donc ici, on est fort fatigué puisqu'on l'utilise toute la journée. On doit pousser notre voix. Et le soir, parfois, il nous arrive de perdre notre voix ou d'avoir mal à la gorge. Oui. Même si c'est écrit comme ça, triste. Parfait, très bien. Et vous avez senti une différence, vous, depuis qu'il y a le masque? Oui, c'est en fait la chose vraiment contraignante, c'est le masque. Des classes de cours aux profs de chant, le pas n'est peut-être pas si grand que cela. Ici, les profs peuvent apprendre à poser leur voix, apprendre à l'utiliser sans se faire mal. Si on respire mal, on se fait mal aux cordes vocales. Et tout ce qui est musculaire, tout ce qui est lié au larynx est trop sollicité. Et donc on a une fatigue vocale. Et avec le masque, c'est encore pire? Oui. Ce que je remarque, c'est que les gens qui viennent me voir respirent par la bouche et plus par le nez. Prennent beaucoup trop d'air aussi. Et donc ce n'est pas bon. Trop d'air, trop de pression, on fatigue les cordes vocales. Des solutions qui passent aussi par la relaxation musculaire. Je travaille vraiment entre les os de la base du crâne jusqu'aux pectoraux. Et donc toute cette zone, c'est l'appareil phonatoire, ce sont les muscles que l'on utilise le plus pour parler, chanter, avec le diaphragme. Et donc tout est lié. Si on a les mâchoires tendues, on peut avoir des douleurs dans la nuque, du coup des douleurs dans les épaules. J'avais la nuque complètement bloquée, elle m'a détendue, elle m'a appris à respirer, elle m'a appris à faire des mouvements de stretching qui permettent de détendre tout ce qui correspond à la voix. Retrouver un confort et éviter les blessures, pour les profs ou tous ceux qui font souffrir leur voix, une piste peut être bien utile, parce que l'obligation du port du masque risque de durer encore un moment.
Et puis revenons sur la réouverture des terrasses le week-end dernier. Les autorités avaient choisi la date du 8 mai et non du 1er pour permettre une vaccination plus importante de la population. Le ministre de la Santé avait annoncé 500 000 personnes vaccinées en plus. Alors Elisabeth Groutard, on se pose la question, est-ce que ça a bien été le cas ? Bah oui, le contrat, on peut le dire, est rempli. La semaine dernière, 732 000 personnes ont reçu leur première et deuxième dose. C'est la plus grosse semaine de vaccination jamais enregistrée. Et c'est également la plus grosse semaine en termes de deuxième dose administrée. 232 000 personnes ont reçu leur deuxième et dernière dose la semaine dernière, selon les derniers chiffres disponibles. Alors comment peut-on justement expliquer cette accélération de la vaccination ? Eh bien d'abord à cause de la cadence des livraisons qui est très soutenue. La Belgique a reçu près de 400 000 doses d'AstraZeneca la semaine dernière, 361 000 doses de Pfizer et un peu plus que 76 000 doses de Moderna. Et puis le délai entre l'arrivée des doses en Belgique et leur administration a été réduit. Il est aujourd'hui compris entre 7 et 10 jours, ce qui est très court. Et si tout se déroule comme prévu, si l'adhésion de la population suit, eh bien, il pourrait y avoir jusqu'à 1 200 000 doses administrées en moyenne chaque semaine d'ici fin juin. Merci pour toutes ces explications en chiffres, Elisabeth. Et à propos de vaccins, justement, l'Europe a décidé de ne pas renouveler son contrat avec AstraZeneca. Cela veut dire qu'il ne devrait plus y avoir de nouvelles commandes. Bonjour Rachel Crivellaro, cela va-t-il changer quelque chose pour celles et ceux qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca ? Écoutez, a priori, non, aucun changement. Ces personnes recevront bel et bien leur deuxième dose d'AstraZeneca comme convenu, tout simplement parce que la Belgique, dans sa campagne de vaccination, eh bien, elle a pris en compte ces problèmes de livraison, ces délais, ces retards de délai. Autrement dit, pour les personnes qui sont vaccinées une première fois avec l'AstraZeneca, la deuxième dose, elle est d'office mise de côté. Pas de problème de pénurie, donc à craindre. Par contre, c'est clair qu'à plus long terme, les choses pourraient changer avec AstraZeneca, car tous ces couacs de livraison, ces problèmes de retard ont sérieusement entamé la confiance des autorités européennes envers AstraZeneca, au point que celle-ci s'interroge sérieusement sur l'opportunité de renouveler le contrat avec AstraZeneca, alors que ces contrats sont déjà en cours de renouvellement avec Pfizer-BioNTech. Est-ce que ceci alors est le début de la fin des relations entre l'Union européenne et AstraZeneca? La réponse de Didier Reynders, le commissaire européen à la justice. On a affaire à un bon vaccin que nous utilisons dans le portefeuille de vaccins avec les États membres, mais il n'y a pas eu le niveau de fourniture attendu. Déjà au premier trimestre, on a eu un manque de fourniture. Au deuxième trimestre, on s'attend aussi à un manque important par rapport à ce qui était promis. Et donc nous avons décidé de ne pas lever l'option complémentaire. Donc il n'y a pas de commande complémentaire pour l'instant à l'égard d'AstraZeneca. Et vous savez que nous avons introduit une action en justice ici à Bruxelles pour demander la fourniture de doses. Donc il y a effectivement un vrai problème dans la relation pour l'instant, pas sur la qualité du vaccin, mais sur la capacité de fourniture. C'est ce qui nous a conduit à ne pas lever d'option, ne pas commander pour l'instant de vaccins complémentaires. Voilà pour cette interview réalisée par Rachel Crivellaro. Merci beaucoup Rachel. Et puis ce soir dans l'émission QR, Sacha Daoud préfacera le comité de concertation prévu demain. Ce sera à voir dans la foulée du JT de 19h30.